Bonjour à toi, cher spectateur, qui, j'aurais presque envie de dire, aime bien l'année 2023 pour ses volets X, puisque après Fast X, nous allons parler de Saw X, ou du 10e volet de la saga Saw, réalisé par Kevin Greutert, qui avait réalisé tout de même Saw 6 et Saw 7, et qui est le monteur de la saga depuis le début. Donc quelqu'un qui, comme d'habitude, semble bien connaître la saga. Et l'histoire, nous sommes entre le 1 et le 2. Nous suivons John Kramer qui a toujours son cancer, mais qui a peut-être l'opportunité de se le faire retirer en suivant la docteure Cecilia Peterson qui, par le biais du traitement de son père, serait potentiellement capable de lui retirer sa tumeur et son cancer avec un espèce de traitement magique à base de médicaments et de chirurgie. Et pour ça, il va se rendre au Mexique, où celle-ci va l'accueillir dans une superbe maison où potentiellement, il va guérir et peut-être retrouver un semblant de vie. Et pour en parler avec moi, je suis très content d'avoir Marie, parce que ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de vidéo. Oui, et on se rejoint. Et on se rejoint à nouveau sur la saga Saw. Ouais. Comment vas-tu? Je vais bien, je suis très contente d'être là aussi. Ah cool. Merci. Oui, 10e volet. Comme Fast and Furious, on est sur l'épisode 10 d'une saga qui commence un petit peu à s'étirer, on va pas se mentir, parce que si le premier était bien, si le deuxième était sympathique, si le troisième commence à tirer un peu sur la corde, depuis l'épisode 4, on n'a jamais réellement trouvé notre compte avec la saga Saw. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, mais c'est devenu un gloopy-boulga scénaristique qui n'avait aucun sens. C'est ensuite devenu une espèce d'héritage cinématographique par le biais de Jigsaw qui était plus ou moins intéressant, Spiral qui essayait de revenir un petit peu aux sources mais qui n'arrivait pas parfaitement à maîtriser son ensemble et nous pondait un truc qui était un peu archétypal, et d'un seul coup on voit popper cette idée de faire un Saw 10e du nom qui se passerait entre le 1 et le 2, donc pas forcément un truc très engageant en termes de qualité, et qui en plus faisait la même chose que Spiral, c'est-à-dire faire revenir des anciens de la saga, avec Kevin Greutert qui depuis était devenu producteur exécutif de la saga, qui revient à la mise en scène, mais on reprend les scénaristes de Jigsaw et de Spiral, et on reprend Tobin Bell. Il y a des moments où je me dis, il y en a qui se prennent vraiment la tête, parce que de là à se dire, oui non mais on va faire quelque chose de complètement différent pour sortir de l'univers, à finalement refaisons un truc entre le 1 et le 2, et reprenons l'acteur principal, parce que franchement on n'y arrive pas, je sais pas ce qui s'est passé. Et c'est là que je me tourne vers toi Marie, et que je te demande, qu'est-ce qu'on en pense de Saw X? Qu'est-ce qu'on en pense? Je suis très surprise, j'ai été très surprise. Comme je te le disais, j'avais plus, en fait comme tu as expliqué avant, on n'avait plus tellement d'attentes, on sait pourquoi on va voir Saw, on a envie de voir du gore, à la limite c'est rigolo, mais dernièrement on avait vraiment envie que l'histoire se concentre un peu plus sur John Kramer, parce que moi j'adore ce personnage, comme tout le monde je pense, et là on y trouve son compte quoi, et c'est très gore. Oui, oh oui. C'est en fait, c'est tout ce qu'on demande à un Saw, mais d'un point de vue qui du coup est plus intéressant. Parce que, vous vous en doutez, le vrai intérêt de ce film, c'est que pour la première fois, ça n'est pas les victimes, les personnages principaux, c'est John Kramer. Donc à partir de là, on penche la balance vers quelque chose qui pourrait potentiellement être soit une super bonne idée, soit la pire idée du monde, parce que nous mettre du côté de l'antagoniste, ça peut ne pas du tout marcher. L'avantage qu'avait la saga, c'est que John Kramer n'a jamais vraiment été un grand antagoniste. Ça a toujours été quelqu'un qui voulait rendre une certaine justice. Disons que c'était un Robin des Bois du gore. Oui, c'était pas si cette expression pas trop marche quand même. Mais Tu veux dire le 4, 5, 6 où on commence à se dire, dis donc John, ça commence à faire beaucoup de victimes juste pour montrer le sens de la vie. Hein. Ouais, par exemple. Mais disons que du coup ça marche. Bon, c'est pas l'épisode révolutionnaire, c'est pas avec ça qu'on va réinventer le genre du gore, clairement pas. Mais c'est un épisode qui au moins a l'avantage de pousser le potard émotionnel dans une certaine direction. Alors j'ai vu plein de gens s'amuser à dire c'est l'épisode le plus émouvant de la saga Saw. Faut pas déconner, ça reste quand même du gore les gars, donc l'objectif c'est surtout de voir des tripes et de voir des boyaux et pas forcément d'avoir des larmes non plus, mais en tout cas on est attaché à John Kramer pour une fois. Il est touchant, oui. Non. Et c'est dans un écrin qui est plutôt intéressant, parce que pareil c'est un point qu'on n'a pas forcément abordé, mais disons que sur la moyenne, les épisodes de la saga Saw, c'est 1h25. Allez, 1h43 le premier du nom, mais sinon c'est 1h20 générique non compris. Là, ils nous ont quand même un peu vendu le truc en disant au début, ouais, ça va faire 2 heures. Ah, quand tu vois ça, tu te demandes ce qui va se passer, quoi. Oui, c'est clair. Moi, je me suis demandé, mais les gars, vous êtes fous, 2 heures de gore, personne va vouloir mater ça.
et on va en parler dans l'écriture, c'est un petit peu plus subtil. Oui. Je te propose qu'on plonge dedans, histoire tout de suite d'aborder les points qui vont nous intéresser. Donc en termes d'écriture, comme je le disais, ils ont repris Pete Goldfinger et Josh Stolberg qui avaient scénarisé Jigsaw ainsi que Spiral, qui propose une écriture donc beaucoup plus fidèle au travail de Lee Whannell et James Wan sur le premier, le deuxième et le troisième, qui évite les élucubrations à base d'enquête policière un peu ringarde du 4, 5, 6, 7 et les espèces de trucs d'héritage un peu foireux qu'ils avaient essayé de mettre en place. Le scénario dans sa base est plutôt intéressant. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, oui. mais... Oui. Surtout quand on parlait dès la première demi-heure du film, hein, on se pose tout de suite pas mal de petites questions. Après tout dépend, mais je pense qu'on en reparlera après si on avait vu la bande-annonce ou pas. Mais moi en tout cas ça m'a permis je ne l'avais pas vu et ça m'a permis de me poser pas mal de petites questions. Et ensuite du coup d'être assez intéressée par la suite du film. Ouais. Donc en fait je me suis pas du tout ennuyée et je trouve que finalement les 2 heures, peut-être pas les 2 heures, j'irai pas jusque là, mais bon la durée du film est plutôt justifiée. Voilà. Ouais, je pense que c'est un petit peu extravagant en fait. Enfin, moi Oui. je t'avoue que, bon, clairement, la première demi-heure du film, c'est la vraie bonne idée de construction dramatique du long métrage. Disons que cette première demi-heure, c'est tout ce qui manque aux autres épisodes de la saga Saw, c'est-à-dire un placement. Un placement de situation avec un personnage, avec un objectif et avec des personnages secondaires qui ensuite vont changer de position. Et on va dire que généralement, les Saw, à partir du deuxième, ils avaient un schéma bien défini. Une scène gore, un lien avec la scène gore, puis ensuite on débarque, le piège se met en place, et ensuite scène gore, révélation, scène gore, et fin. Oui, mais c'est cette première demi-heure qui fait qu'on est vraiment... On a envie de se mettre pleinement dans le film. Comparé, si on compare après au film précédent, où c'était pas du tout pareil. Ouais. Je viens de l'expliquer. Ah oui, clairement. Mais, ouais. Clairement. Et un point qu'on peut aborder tout de suite, parce que ensuite on spoilera pour éviter de trop vous en révéler, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette première demi-heure, tu l'évoquais, ça nous attache à John Kramer. Ça nous attache énormément à ce personnage, alors que sur le papier, c'est encore une fois un pari super risqué. Nous dire, ah vous voyez le mec qui fait les pièges depuis l'épisode 1 ? Bah finalement, il y a un nounours derrière ce monstre. Mais donc ouais, c'est la vraie bonne idée. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi pour le coup, dès les premières minutes, j'ai été séduit par cette idée. Oui, moi aussi j'avais envie de voir la suite. Et bon, après c'est aussi l'acteur qui le fait bien, quoi. Bah de toute façon, clairement, Tommy Bell, je crois qu'il avait dit après Jigsaw, qui avait été un peu un loupé dans le genre revival de John Kramer, il avait clairement dit, si je dois revenir, ça sera pour camper le personnage de manière intéressante. D'où le fait qu'on ne le voit pas dans Spiral, par exemple, où déjà il y avait un choix de la part de Chris Rock et de la prod de se détacher un petit peu de la saga originelle, mais au-delà de ça, il y avait le fait que Tommy Bell n'y était pas convaincu, quoi, et qu'il avait pas envie. Et là j'ai l'impression qu'il a, du coup ça se justifie, mais j'ai l'impression qu'il a saisi l'opportunité, quoi. Clairement. D'être dans ce rôle-là, enfin de continuer dans ce rôle-là et d'aller un peu plus loin. Et puis encore une fois, c'est ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue émotionnel, ça fonctionne. Et je tiens encore à appuyer là-dessus, mettre un antagoniste dans la peau d'un héros, c'est hyper casse-gueule, parce que certes, on a vu plein de films qui arrivent à très bien le faire, et je pense dernièrement à un film qui me vient en tête, c'est Joker, qui a fait le choix de prendre justement un personnage très difficile à aborder, et pourtant d'en faire un héros. Bon, c'est différent parce que là pour le coup le personnage a une maladie mentale, ce qui du coup fait qu'on est plus fasciné que réellement immergé par le biais de sa position, mais en tout cas là ici la grande réussite, c'est que John Kramer en termes d'écriture devient vraiment un héros à part entière, avec un but, avec une vraie délimitation dramatique qui le pousse à aller dans une direction, et avec encore une fois ce jeu de dramaturgie qu'on va pas tarder à spoiler, qui permet de voir le film basculer. Le timecode apparaît là, ouais. À partir de là on va spoiler. Est-ce que ça t'a surpris du coup? Parce que moi j'avais vu la bande-annonce et j'étais complètement au courant de cette seconde moitié de film. Mais toi du coup? Bah surpris, j'irai peut-être pas jusque là, hein. C'est pas non plus, voilà. On le voit, on le sent quand même un petit peu. Surtout, moi je me suis vraiment demandé pourquoi il y allait, quoi. Enfin, je trouve qu'on nous prend un petit peu pour des cons, si je peux me permettre. Tu veux dire qu'on n'aurait pas 6 épisodes derrière où on voit qu'il a un cancer et qu'il crève? Oh, je vois pas ce que tu veux dire. Voilà, mais un petit peu surprise, un petit peu. Et je suis très contente de ne pas avoir vu la bande-annonce, justement. Oui, parce que... je savais pas vraiment où il allait. Ah bah ouais. oui.
Non, mais parce que pour ceux qui ont malheureusement vu la bande-annonce et qui ont directement débarqué dans cette partie spoiler, bah oui, malheureusement, en fait, c'est pas une vraie chirurgie, ils arrivent pas à lui enlever le truc, ils lui piquent son fric, et bah il va les retrouver, et il va les saigner hein, comme des gros porcs. Hein. Donc voilà, en même temps, comme tu l'as si bien dit, on s'en doute, parce qu'on sait très bien que derrière, quand on débarque sur l'épisode 2, il est à moitié en train de crever, donc on se dit, bon, on sait que ça a pas dû bien marcher quand même, cette chirurgie, mais pour le coup, c'est ce qui donne à cette dramaturgie un vrai impact, parce que on nous construit des personnages qui sont encore plus vicelards que John Kramer. Ce qui est quand même très très drôle pour le coup. Waouh. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai trouvé ces personnages, mais j'ai jamais vu, enfin, Gabriella à part, j'ai jamais vu une bande de raclures et de merde pareil. Une meuf qui, pardon du terme, a l'air d'être une pute. Oui. En plus de... Complètement. Voilà. Un mec qui file des cachetons à la première venue, qui en plus est sa pote. Et une meuf qui promet un traitement novateur, qui s'avère être, pardon du terme encore une fois, une énorme salope. Qui est même pire que n'importe quel tueur en série. Je pense qu'elle est plus folle que John Kramer. Quoi. Oh oui. Réellement. Mais du coup... ça renforce le côté jubilatoire. Enfin, c'est assez fun, mais du coup, enfin, c'est ce qui manquait au précédent volet, en fait, au niveau du gore. C'est que d'un point de vue dramatique, on n'est plus en mode « Ah, c'est con que les personnages se fassent mal. » Oui. On s'en fout. Généralement, on a toujours un peu le même type de personnage, que ce soit des drogués, soit des criminels, peut-être. Bon, où on sait que c'est un petit peu justifié, mais là, d'autant plus, hein. Et puis elle est vraiment complètement tarée, quoi. Ah oui, non. Mais du coup, moi j'adore parce que là, pour le coup, il n'y a plus de culpabilité de spectateur à être en mode vas-y, on va regarder du gore, mais c'est des personnages qui se font mal, ils le méritent pas, etc. Tu t'en fous. Les trois quarts, c'est des raclures, mais alors plus bas que l'enfer, et tu prends un pied monumental à regarder ça. Bon, certes, ça fout encore des frissons, mais ça on en parlera au niveau de la mise en scène, c'est que c'est encore une fois plutôt bien fait, mais moi j'adore. Parce que là, pour une fois, c'est complètement assumé. Le gore n'est plus uniquement là pour avoir un côté, on va dire, ultra angoissant et on va dire cathartique. Oui, c'est vraiment là... qu'on va voir Saw, c'est pas que ça. En fait. C'est ça, là c'est jubilatoire. C'est vraiment, ça fait, pardon du terme, ça fait un peu plaisir parce qu'on sait que ces personnages, ils le méritent un peu et ils le méritent bien plus que les trois quarts des persos qu'on a vus jusque-là dans la saga Saw. Et c'est vraiment fun, quoi. On a même hâte. Oui, c'est vrai. Et après, moi j'aime bien aussi la manière avec laquelle c'est pas non plus novateur et on va pas non plus saluer le geste de Goldfinger et de Stolberg, mais il y a une bonne manière, on va dire, de construire cette deuxième moitié de film, parce que je t'avoue que lorsque j'ai vu qu'on était à peine à 1 heure et que les pièges commençaient déjà à se mettre en place, je me suis dit, 1 heure, ça peut être très long avec que des pièges. Et au final, il y a une bonne manière de gérer la dramaturgie avec l'arrivée de Parker Sears, avec le jeu sur on se doute qu'il y a un petit piège qui va se mettre en place, mais alors quel piège dans le piège dans le piège. Je pense qu'il va vraiment venir les sauver. D'ailleurs, à un moment, je voulais t'en parler. C'est la première fois que je me suis dit, en regardant Saw, punaise, j'aimerais bien savoir ce que ça fait. Enfin, ce que ça ferait de voir Jigsaw se faire prendre, quoi. Oui. En fait, je me suis dit, ça y est, on arrive un peu peut-être sur la fin, ça peut être intéressant de voir ça. En fait, non. Non, mais parce qu'il est trop fort. Parce qu'il est trop fort. Il pense à tout. C'est ça, c'est peut-être la partie un peu abusée, c'est que je suis d'accord, ok, Jigsaw a toujours une longueur d'avance, ses pièges, c'est toujours des pièges dans un piège, dans un piège, dans un piège. Le 2 étant la meilleure démonstration de ça en termes de piège dans le piège. Là, peut-être qu'il y a eu un moment où je me suis dit, bon ok, il y aura forcément un autre retournement, puis encore un retournement, puis encore un retournement, et ça n'a pas loupé. Tu as un premier retournement, qui vient enchaîner sur un deuxième retournement, qui vient enchaîner sur un troisième retournement de situation, et où du coup je me suis dit, les gars, bon vous n'avez pas de plot twist à la fin, c'est peut-être le seul truc qui varie vraiment par rapport aux autres sauts, c'est qu'il n'y a pas un gros plot twist à la fin, c'est vraiment juste... un enchaînement. C'est ça, c'est un enchaînement de petites révélations qui amènent à cette impression de voir un twist, mais en fait c'est pas un gros twist. Mais disons que pour le coup j'ai trouvé ça plutôt audacieux parce que je me suis dit, ah tiens, est-ce qu'ils vont encore nous faire le coup du twist final en mode en fait on a tout prévu, etc. Ouais, je me suis posé la question aussi. Bon, c'est un peu le cas, mais c'est moins criard. Non. En termes de mise en scène, donc on est à peu près sur le même postulat entre guillemets qu'on s'était posé comme question sur Spiral, c'est-à-dire la Spirale, ils avaient repris Darren Lynn Bousman qui avait fait le 2, le 3 et le 4, et là ils ont repris Kevin Gruttert qui a fait donc le 6 et le 7 à l'AREA, mais qui est monteur de la saga depuis le début. C'est quand même un gars qui connaît bien son business, et je crois même que sur ce film, il est monteur également.
Donc Ah ouais, je donc pense il sait qu'il où a... il met les pieds, quoi. Ouais, c'est ça. Plus producteur exécutif. Donc je pense que le gars va. maîtrise un petit peu. Voilà. Non, alors j'avoue qu'il y a un vrai changement d'esthétique par rapport aux 2 films qu'il avait réalisés, donc le 6 et le 7. Je ne vais pas non plus vous dire que c'est une esthétique révolutionnaire, qu'il a réinventé une certaine manière de concevoir le gore, etc. Mais, je sais pas ce que tu en as pensé, mais au moins, il y a un côté plus crédible ici que sur le 6 et 7 où on sentait qu'on s'attirait un peu sur la corde et que ça commençait à devenir un peu too much en termes de gore et d'effets. Alors je suis d'accord avec toi. J'ai d'autant plus apprécié Saw 10 à par exemple Spiral ou autre parce que j'avais l'impression de retrouver un petit peu même dans la manière peut-être de filmer justement les pièges. Comment expliquer ça? Peut-être L'esthétique, les effets. Voilà, c'est Ouais. ça, exactement. Je sais pas si c'est que la couleur ou le rythme de l'image, mais en tout cas, j'avais l'impression de retrouver quelque chose des films du début, quoi. Ouais. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup plus apprécié. Ben, j'allais renquiller là-dessus, donc Ah, tu d'accord. m'as bien devancé. Mais oui, clairement, en fait, c'est ça en fait qui marche, c'est que Kevin Gruttert, vu qu'il est monteur et vu qu'il a quand même vu la saga évoluer, il sait exactement quels effets font saut. Donc, Voilà. les plans où genre vous allez avoir un gros recul, on voit le piège, et puis hop, la caméra se met à tourner pendant 300 ans voilà. autour du piège, Mm. vous allez avoir ça. Si vous aimez les montages hyper cut, ou genre on se rapproche du perso, on voit un effet, etc., vous allez aimer ça. Et pour le coup, c'est pour ça que je trouve que c'est bien fait, mais c'est pas non plus novateur ici. C'est-à-dire que Kevin Gruttert, c'est l'exemple type du mec qui comprend la saga, qui sait d'où elle vient, parce qu'il l'a vu grandir, et qui se dit, ok, si je vends un saut X, faut que les gens y voient un saut. Faut pas qu'ils voient un ersatz, comme ça peut être le cas avec Jigsaw ou avec Spiral, où on nous montre un petit peu de saut, mais où on veut amener un nouvel ADN dessus. Le travail qu'avait fait Darren Lynn Bousman étant bon tout de même sur Spiral, c'était pas non plus un travail qui détonnait dans le genre, et c'était un travail qui cherchait quand même à se détacher de l'univers de Saw. Donc du coup, il y avait une ambition, mais qui n'était pas complètement, parfaitement maîtrisée par le cinéaste. Là où ici, Kevin Gruttert, il s'amuse. Et de toute façon, ça se voit dès la première séquence, entre guillemets, de gore, où, d'ailleurs, elle n'est pas vraie. C'est pas un gros spoil, hein, vous en faites pas, ça arrive au bout de 2 minutes. John Kramer imagine un piège, le fameux piège qu'il y a sur l'affiche, et là, d'un seul coup, tu te retrouves bombardé dans l'univers de Saw, mais en une fraction de seconde. D'un coup, quoi. Ouais. Alors que justement, le rythme du début du film ne propose pas ça du tout, quoi. Oui, c'est ça. Même l'apparition du titre fait pas du tout Ouais, Saw. ouais. Pas du tout Saw. Pas du tout. Mais Ouais. et même il y a un plan où je me suis dit, au tout début, je me suis vraiment dit, ok, on est sur un univers complètement différent. C'est-à-dire qu'on a un plan où en gros, vous voyez l'intérieur d'un scanner dont vient de sortir John Kramer, et le plan va dézoomer légèrement en arrière. Il y a le titre qui apparaît, et le scanner se fond dans le crâne de John Kramer, qui est en fait dans une réunion de cancéreux qui sont en train de témoigner. Et je me suis dit, ah, c'est surprenant. C'est différent comme manière de concevoir l'univers, mais il y a de l'idée. Et ensuite, on renquille sur cette scène-là, et je me suis dit, ah bah là, Ah oui. je retrouve le Saw que j'aime. Là, c'est bien On sait ce qu'on dégueulasse. vient voir. Voilà. Et du coup, ça nous permet de renquiller là-dessus, mais Marie, est-ce qu'on a du gore ici? Oh punaise, oui. Est-ce qu'on a du bon gore? Ouais, Dis-moi. ouais. Je reviens. Bon, du coup, on parle du gore, ça y est. Enfin. Enfin. La jambe coupée, là. Oui. Ah bah ça, oui. On en parle. Oui, non, mais La oui. vache. Et encore une fois, on revient sur le fait que, vu que Kevin Gruttert, il a été monteur, il sait exactement comment utiliser les effets correctement Ouais. pour bien faire sentir la douleur au spectateur. Justement, cet effet de vitesse. Bon, en fait, elle doit se couper la jambe. Hein, et en fait, tout de suite, au début, c'est un petit peu lent. Après, il y a un effet de vitesse. Ça redevient lent. Et en fait, bon, on est là pour voir ça. Donc, on regarde. Mais en même temps, on a un peu envie de détourner les yeux. Mais il y a quand même toujours le bruit, en fait. Hein. Ça m'a vraiment marqué. Qui est là, qui est présent. On y retourne, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. C'est tout le temps comme ça, c'est un enfer. Et après, elle se remet quelque chose. Oh là là, ouais. Ah non, mais c'est... Enfin, moi ça m'a pas non plus estomaqué, parce qu'on connaît la saga, toi et moi, Oui, et on mais sait... en fait, je veux dire qu'on est content de voir ça, c'est quoi. ça. Et c'est pas flashy, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une crédibilité, je trouve, là-dedans. Enfin,
c'est un des films Saw qui, je crois, a coûté le moins cher. Parce que si le Ok. premier a coûté 1 million de dollars, dès le deuxième, il y avait tout de suite une ambition de vouloir mettre beaucoup plus d'argent. Et là, je crois que le film a coûté 8 millions de dollars. Vous rajoutez les frais marketing, allez, on doit être à 15 millions. Bon, déjà, avec 15 millions, le film est déjà rentable partout dans le monde. Il n'a pas besoin de faire un gros chiffre au box-office pour cartonner. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que dans ces 8 millions, il y a beaucoup plus de créativité et d'intensité que ce qu'on pouvait avoir dans le 6 ou dans le 7, où je crois qu'on était à 10 ou 15 millions de dollars de budget. Ah oui. Et Ok. le 6 et le 7, si vous vous en rappelez, moi, big up à cette séquence d'ouverture dans le 7 où le sang qui éclabousse les vitres, c'est pas du sang, c'est de la pisse de Barbie. Parce que le truc est rose flashy, c'était une catastrophe. Là, là c'est du bon sang, il y a de la boucherie porcine de Saint-Philibert, là c'est bien dégueu, c'est bien trash, c'est bien intense, c'est tout ce qu'on demande. Et ouais, mais moi, tu vois, toi tu retiens la séquence de la jambe, moi c'est la scène du crâne, moi qui m'a... Mais oui, 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 la scène du... Ah, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs du 3, oh là là. Ah oui, Oh là tout là. à fait. Mais de toute façon, Tout à c'est un fait. point sur lequel je voulais venir au niveau de la mise en scène. J'ai l'impression que chaque piège fait un peu écho à un piège précédent dans la saga. La jambe, ça fait écho au pied dans le premier. Au pied, ouais, c'est ça. Ou on parlait du début du 6 tout à l'heure. Oui. Ça peut faire écho à ça aussi quand elle Tout doit à fait. se couper le bras. Tout à fait. Moi qui m'avait marqué. Moi, je pensais aux chaînes aussi, où ça m'a fait penser au 7. Bon, pas forcément de la meilleure manière possible, mais dans le 7, il y a un piège comme ça avec des chaînes. 2 fois d'ailleurs, je crois, avec Rest in Peace, le chanteur de Linkin Park. Oui, oui, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, en fait, il y a tout plein de petits caméos comme ça. Donc le crâne, ouais. Ouais, c'est ça. Où tu sens qu'il y a une envie de vouloir, dans la mise en scène, faire un espèce de film synthèse. Alors, en sachant que Kevin Greutert a annoncé lui-même que ce film devait être un baroud d'honneur pour John Kramer et qu'après, on n'en parle plus, on réévoque plus le personnage et on tourne la page, Ah. ce qui est un bon choix de sa part, parce Oui, qu'en sachant bien qu'on sûr. est au 10e film, il y a un moment, il va falloir arrêter de constamment faire revenir ce héros. Mais Enfin, on va toujours le voir, quoi. on va toujours le voir, on Donc, va toujours le sentir. Il va toujours pointer le bout de son dé, il sera forcément là. Mais en tout cas, je trouve que dans sa manière d'aborder la mise en scène, d'aborder les pièges, d'aborder le gore, d'aborder l'ambiance, il y a une vraie envie de la part de Kevin Greutert de vouloir construire un film, disons, synthèse. Pas non plus le meilleur hommage du monde, mais c'est une belle proposition, et en un sens, j'ai envie de dire, par rapport à Spiral, qui se voulait, par son titre, être l'héritage de Saw, je trouve que Saw X est un meilleur héritage de la Oui, saga complètement. que Spiral. Mm. Est-ce qu'on évoque le casting, Oui. ma chère Marie? Allez, parlons du casting. Bon, est-ce que tu veux déclarer ton amour tout de suite à Tobin Bell? Allez, vas-y, lance-toi. Je veux déclarer mon amour à Cecilia. Je sais plus ce que c'est son... Alors, nom, Sinov Alain. Makodi Lund. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, Et dites-nous en commentaire si vous trouvez qu'elle a un air de Ripley, de Sigourney Weaver. oui, c'est pas faux. Voilà, parce c'est que pas faux. C'est vrai nous, on qu'elle est en a un tombés petit... d'accord. Et, Oui, elle a un petit air, elle a un votre petit avis. truc. Elle a un Ouais. petit truc. Mais ouais, sacrée performance. Mm. Parce que, sans spoil, disons qu'elle passe d'un petit ange sauveur à, pardon du terme encore une fois, une belle salope. Ouais. C'est très très bien fait. Non, dans les acteurs, pareil, de la même trempe, on peut parler de Stephen Brent qui joue donc Parker Sears, Oui, qui est très très bien. On peut parler de Renata Vaca qui joue Gabriella, qui est peut-être très le crédible. Hein. perso le plus intense. Oui. Tout du long du film, elle est à fleur de peau, mais je l'ai trouvé très bien. Joshua Okamoto qui joue Diego, Octavio Inorosa qui joue Matteo, et Paulette Hernandez qui joue Valentina. Ouais. Ils sont tous bons, honnêtement, ils s'en sortent bien. Ils arrivent à bien camper leur perso, et c'est plutôt agréable. On va éviter de spoiler, mais disons qu'il y en a 2 que vous connaissez de la saga Saw qui reviennent. Dans plus ou moins des caméos, il y en a une, elle revient avec un vrai rôle, et l'autre c'est vraiment pour un caméo. Ça fait plaisir de les revoir tous les 2. Oui. Ouais, on est d'accord, c'est agréable. Faut qu'elle arrête le botox. Oui, par contre, oui, non, oui. Je n'osais pas trop le mentionner, mais oui, il y en a une, Je il l'ai faut. fait. Oh, bah, tu peux te le permettre parce que c'est vrai qu'il y a un moment. C'était trop flagrant. Bah, autant que Tobin Bell, on voit qu'il y a un petit peu d'âge qui est passé, mais c'est pas flag vu qu'il a une maladie. Autant elle, on n'arrivera pas à me faire croire que entre le 1 et le 2, il y a eu un moment où d'un seul coup, il y a un médecin qui s'est dit vas-y, et Ouais. botox. Mais ouais, non, c'est petit détail, Non, mais qui peut avoir son importance. Et Tobin Bell, qui est très impressionnant, John Kramer. Enfin, de toute façon, comme je te le disais en off, pour moi, c'est le rôle de sa vie, à mon avis. Il a une belle filmographie, mais c'est clairement le rôle qu'il a un petit peu inclus dans la pop culture. Enfin, c'est comme les acteurs qui ont joué, j'ai plus le nom, mais Freddy, les Griffes de la Nuit. Oui, bah bien sûr.
Robert C'est Englund. eux, c'est eux. Ouais, il a cette même trempe, quoi. Personne d'autre. Et c'est vrai que forcément, on a l'image de la poupée qui nous revient en tête plus que l'image de John Kramer, mais John Kramer, il a vraiment su insuffler quelque chose à la saga Saw, et Tobin Bell, par sa voix, par son charisme, par sa présence à l'écran, il apporte quand même un petit plus, un petit quelque chose. Il a énormément de charisme et il est d'autant plus... Enfin, moi, je l'ai toujours trouvé assez touchant. Je pense comme tout le monde, mais on voulait pas trop se l'avouer. Et là... Tu sais que j'ai revu un petit peu le 2. Je dois avouer que dans le 2, ils essayent vraiment de le rendre machiavélique. Alors qu'il est supposé être un peu touchant, c'est-à-dire qu'il rit tout le temps un peu jaune, genre il se fout un peu tout le temps de la gueule des gens. Et c'est vrai qu'à partir du 3, il y a eu un véritable virage qui a été effectué parce que dès le 3, il se voulait beaucoup plus émouvant. Et beaucoup plus... Bon, après, c'était peut-être le fait qu'il était au bord de la mort, mais dès le 3, il y avait une envie de vouloir en faire un personnage qui soit plus christique en un sens, dans le sens où vraiment sa mort doit venir comme quelque chose de salvateur et pas comme une espèce de libération en mode c'est bon, il est enfin mort. Pas du tout. Bon, et après 4, 5, 6, 7, ils sont loupés parce que vu que c'est des enregistrements qui viennent d'on ne sait où, de je ne sais quel coffre-fort ou de je ne sais quel testament chelou qui serait laissé par quelqu'un et je vois pas comment un notaire aurait pu valider ça. Mais en tout cas, ouais, on rejoint vraiment plus cette étiquette qu'il avait dans le 3. Où il était beaucoup plus touchant et où on sentait que sa mort venait vraiment comme quelque chose d'horrible pour lui et non pas comme quelque chose de salvateur. Voilà, on sent que c'est dur, il le montre que c'est difficile pour lui, vraiment. Et même pour Amanda, du coup. Clairement. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Saw X? Justement, j'ai été surprise, je trouve que ça va un petit peu plus loin, alors que je m'attendais pas à ça, vraiment, j'y avais même pas forcément pensé. Je venais pour voir autre chose et en fait j'ai... voir autre chose, pas un autre film. Je venais pour voir... Ouais, non, bah oui, t'inquiète. Je pense qu'on a compris, t'inquiète pas. Je venais pour voir autre chose et au final, j'ai eu ce que j'attendais et ce que j'attendais pas. Donc je peux que vous le conseiller. Ouais. Oui, bah, je vais être d'accord avec toi. Disons que n'ayez pas en tête non plus que c'est le renouveau de la saga. C'est clairement pas le renouveau, c'est dans l'affiliation. C'est juste que ça a des petits traits de nouveauté, des propositions dramatiques surtout plus que réellement de mise en scène, qui font que le film sort un peu du lot. Ces différentes spirales, ces différentes jigsaws, ça se veut plus proche de Saw 1 et Saw 2, ça veut en même temps se relier à toute la saga de manière générale, donc c'est vraiment un film synthèse. Moi j'ai presque envie de croire de manière générale que c'est fini, la saga elle est enterrée, c'est terminé, mais l'appât du gain va certainement faire qu'on va se retaper des sauts parce que vu comment le film a cartonné au box-office américain, je vois pas comment il pourrait pas se dire ça fait plein de fric et si on continue à faire des sauts. Et on ira les voir. Et on ira certainement les voir, c'est ça le pire. Mais dans le genre, ça fait un peu de bien. C'est agréable, c'est frais, c'est neuf, ça a juste la dose de créativité qu'on a envie de voir, ça a la bonne dose de gore qu'on souhaite, comme l'a si bien dit Marie. Donc voilà. Mais par contre, un point... N'allez pas voir ça en mode je m'en fous de la saga Saw, j'ai juste envie de voir du gore. Parce que si vous allez voir ça, les 30 premières minutes vont vous dégoûter comme c'est pas permis. Donc c'est vraiment un film pour ceux qui kiffent la saga Saw. Si vous êtes juste là pour voir un petit peu de gore, il y a un moment où je pense que... Regardez The Sadness. C'était très bien l'année dernière niveau gore. Petit clin d'œil. Mais oui, vous l'aurez compris, Saw X de Kevin Grottert, on vous le conseille quand même. Mais si vous êtes vraiment fan de la saga, si c'est juste pour vous faire une petite frayeur, il y a d'autres films d'horreur actuellement qui sont un petit peu différents et peut-être qui vous toucheront plus. Merci, ma chère Marie. Merci à toi, Valentin. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, mais peut-être on se retrouve l'année prochaine pour notre petite critique annuelle. Sait-on jamais. Un autre saut. Si, un autre saut. Bon, peut-être d'autres choses quand même. Peut-être d'autres choses. Hein. D'autres choses gore. On peut faire d'autres choses gore. Ouais. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Tu peux dire au revoir, n'aie pas peur. Au revoir. Oh bah non, j'espère qu'on se retrouvera pas pour Saw 11. Non, bah... Saw 12, Saw 13, Saw 27. T'imagines quand on sera vieux, qu'on oh, aura une barbe et toi les cheveux blancs. Bonjour, alors bienvenue pour Saw 66. Alors le personnage il est mort, mais c'est pas grave, ils l'ont quand même ressuscité. C'était très gore.